Parmi les 19 cas de peste apparus à Ambilbé dernièrement, une équipe constituée d'experts sur cette maladie a été dépêchée sur les lieux par le ministère chargé de la Santé publique. Des analyses ont été faites et malgré le fait qu'on attend encore actuellement la confirmation émanant de l'Institut Pasteur, l'on peut déjà affirmer, ont souligné les responsables, que ces 19 cas de peste sont confirmés. 15 d'entre ces 19 cas ont succombé à la maladie. Malgré cette situation, le ministère chargé de la Santé publique a affirmé que la peste est maîtrisée pour les 3 régions où cette maladie a été remarquée dernièrement. Depuis le 10 février dernier, à l'issue de l'envoi d'une équipe d'experts pour constater de visu les réalités et prendre les dispositions y afférentes, et depuis, plus aucun cas n'a été retenu. Diverses mesures ont été prises par le ministère de la Santé. Parmi celles qui sera consolidée, le renforcement de la collaboration entre le ministère et les diverses ramifications telles les Fukuntandi. Mis à part cela, le ministère continue toujours de réaliser des campagnes de sensibilisation de la population pour adopter les mesures appropriées en matière de salubrité, de propreté et de lutte contre les rats et les puces vecteurs de cette maladie. Notons que des cas de peste ont été retenus à Ambiloubé, à Mboumangakiel et dans la partie est de l'île, mais ils ont tous été maîtrisés jusque-là, malgré les pertes en vie humaine. Madagascar ne dispose que 90 experts comptables dans toute l'île. Pour pallier à cette insuffisance en effectif, 14 nouveaux experts comptables vont être rajoutés à ces 90 experts en matière de comptabilité et seront de suite opérationnels. 14 nouveaux experts comptables ont prêté serment ce jour au tribunal d'Anoussi, cérémonie qui a été honorée par la présence du ministère des Finances et du Budget et du président de l'Ordre des experts comptables et financiers de Madagascar. Selon le ministre en charge des Finances et du Budget, il est essentiel pour le développement du pays d'avoir des experts de telle sorte. La journée d'aujourd'hui est consacrée à la prestation de serment de 14 nouveaux experts comptables et financiers malgaches. 13 parmi eux ont réussi à l'examen du diplôme d'expert comptable et financier de Madagascar en session de décembre 2010 et une dame est diplômée expert comptable français. Et son diplôme a reçu l'agrément de la commission d'équivalence nationale en avril 2010. Il s'agit, je suppose, c'est la 4e promotion d'expert comptable de sortie de Madagascar, diplômé de Madagascar. C'est une promotion que j'estime très bonne promotion. Mais je voudrais dire par là que toutes les promotions sont bonnes parce que les examens sont très difficiles, de très haut niveau. Et il ne faut pas avoir une note inférieure à 8 dans chaque matière. Et il y a 3 grandes matières, si on peut le dire, que les candidats, auxquels les candidats se présentent à chaque examen. Ils sont tout de suite opérationnels parce que d'abord, avec ces 14 nouveaux experts comptables, l'effectif d'experts comptables malgaches est de 90 en ce moment. C'est un effectif nettement encore insuffisant par rapport à la population de Madagascar. Nous sommes 22 millions, donc 90 experts comptables est encore nettement insuffisant pour un effectif national. D'ailleurs, ils sont déjà opérationnels dans des cabinets. Ils ont régularisé tout simplement leur situation en passant les examens et puis aujourd'hui en prêtant serment. Le cursus de ces 14 nouveaux experts comptables a duré près de 8 années après l'obtention du diplôme du baccalauréat. Des stages de formation et des stages professionnels conduits par un maître de stage ont été rajoutés à cela et un examen final d'une durée de 7 heures suivi d'une épreuve orale ont terminé le cursus pour l'obtention d'un diplôme d'expert comptable et financier. Selon le major de cette promotion, Rabakson Nal Francia, les études n'ont pas été faciles, elles demandaient beaucoup de persévérance, de rigueur et de courage. Toutefois, à cœur vaillant, rien d'impossible, a-t-elle souligné. D'autres horizons s'ouvrent à ces tout nouveaux experts, travailler dans le domaine de l'audit, conseil ou encore venir en aide à une entreprise pour un appui à l'amélioration de son état financier.
Les membres au sein de l'espace de convention des partis politiques ont souligné que l'on ne doit en aucun cas hésiter à signer la feuille de route proposée par le Dr Leonardo Simão au nom de la SADC, et ce sera seulement après la signature de cette convention que d'autres points soulevés à part doivent faire l'objet de nouvelles discussions. Cette proposition a été émise par cet espace dans le souci d'accélérer la mise en place d'une solution à la crise actuelle en tenant compte des élections, d'autant plus que la majorité a déjà accepté cette feuille de route. On poursuivi les membres de l'Escopole de convention. En ce qui nous concerne, nous avons déjà signé, accepté la dernière version de cette feuille de route dès la réception, donc vendredi dernier, de la part du président de la médiation, Joaquim Chissano. Donc l'espace de convention a déjà envoyé la validation de cette feuille de route par la signature de tous les membres partis politiques donc, au sein de cet espace de convention. Pour nous, il ne s'agit pas de discuter encore ou voir qui manœuvre qui au sein de cette feuille de route. L'urgence maintenant, c'est d'en terminer avec cette crise et rentrer vers la préparation des élections. Puisque maintenant, que ce soit la communauté internationale ou le peuple malgache attendent que cette crise soit vraiment terminée. Et pour terminer cette crise, il faut l'application de cette feuille de route qui est donc l'acceptation de la reconnaissance internationale pour la transition inclusive et consensuelle malgacho-malgache. Donc nous faisons appel à tous les partis politiques qui hésitent encore à prendre les responsabilités. Soit ils acceptent de signer cette feuille de route et rentrer dans le gouvernement de transition ou dans l'élargissement des deux chambres, voilà, des deux institutions, ou soit ils restent dans l'opposition à cette transition, mais l'application par la suite des lois sur les partis politiques ou le statut de l'opposition vont leur permettre d'agir et de prendre part entière pour la finalisation de la transition et l'organisation ensemble des élections pour sortir de cette crise qui est déjà assez longue. Que nous invitons les médiateurs internationaux à faire signer cette feuille de route, parce qu'à la déclaration de Dr Leonardo Simão, il a bien spécifié que cette feuille de route n'est pas la feuille de route de la SADC. C'est une feuille de route issue des concertations malgacho-malgaches et la finalisation de toutes les suggestions émanant des entités politiques malgaches. Donc, c'est pas une imposition de la SADC, c'est une feuille de route donc issue des négociations et tractations malgacho-malgaches. Donc, il n'a pas de raison pour la communauté maintenant, puisque la majorité des partis politiques sont favorables à la signature de cet accord. Donc nous invitons la communauté internationale à prendre cette décision le plus tôt possible, à procéder à cette phase de signature et à l'application de la mise en œuvre de cette feuille de route. D'autres interprétations sont à craindre, ont repris les membres, s'il entraîne encore à sa signature, car cette feuille de route reflète la volonté du peuple malagasy, déjà mise en exergue durant les différentes conventions et rencontres politiques qui ont eu lieu dans le pays. À cet effet, l'Escopole de convention adresse un appel à l'endroit des médiateurs internationaux d'accélérer au plus vite la signature de cette feuille de route. C'était durant un atelier de concertation qui a eu lieu ce jour au Havana Café d'Ambouda que les membres de cet espace ont pu évoquer ces différents points ce jour. Le président du Congrès de la Transition, Raarne Vangenatwanj, a fait une déclaration devant la presse cet après-midi au palais de l'Assemblée nationale à Tibazaz. C'est sa première déclaration après le retour manqué de Mark Ravalman le samedi dernier. Selon le numéro 1 de la Chambre basse, cette crise malgache a duré trop longtemps. C'est la première fois que le bout du tunnel se profile à l'horizon. Il invite donc tous les acteurs politiques malgaches à adhérer à la feuille de route proposée par la SADC. Pour ceux qui ne sont pas satisfaits de ce document, Raarnev propose qu'il reste du côté de l'opposition. D'ailleurs, la loi régissant le statut de l'opposition va être incessamment mise à l'étude auprès de deux chambres de la transition, de même pour la loi sur les partis politiques. À le lire dans la presse, le docteur Simão persiste et signe que ce n'est pas sa feuille de route, mais bel et bien celle de la communauté internationale, et par respect du principe de subsidiarité,
celle de la SADC. Auparavant, les extrémistes ne jurèrent que par la bienveillance, la médiation et les paroles de la SADC. Et aujourd'hui, force est de constater que ces mêmes récalcitrants renient et tournent le dos à la communauté internationale parce qu'ils ne cessent de réfuter et de refuser les tenants et aboutissants de la feuille de route, non pas pour l'intérêt supérieur de la nation, mais pour des intérêts bien compris et résolus par la crise actuelle. Pour l'intérêt supérieur de la nation, le moment n'est pas encore opportun à son retour. Cette feuille de route constitue la solution à la crise. Mesdames et messieurs, que l'intérêt supérieur de la nation se voit dans vos yeux, s'entende dans vos paroles, se lise dans vos écrits et se constate dans vos actes. Le fils de Mouammar Kadhafi l'avait prédit. L'insurrection a pris des allures de guerre civile. Coups de feu, explosions, incendies. Très peu d'images filtrent du pays, mais ces vidéos amateurs ajoutées aux témoignages attestent tous d'une aggravation de la situation. Dans la capitale et sa banlieue, les habitants parlent de véritables scènes de massacre. Pour maintenir l'ordre, le régime aurait fait appel à des mercenaires et des miliciens africains. L'armée semble divisée. Dans certaines villes, elle se serait ralliée aux opposants. Le pays est en plein chaos et Mouammar Kadhafi tente de garder les rênes. Le dirigeant libyen a fait une très brève apparition à la télévision nationale lundi pour dissiper les rumeurs sur sa fuite. Je veux juste vous prouver que je suis ici à Tripoli et non au Venezuela et démentir les télévisions étrangères, ces chiens. Au revoir. La télévision libyenne, elle, poursuit sa propagande. Aux vidéos des partisans pro-Kadhafi succèdent des images champêtres et des marches militaires. Un message en bas de l'écran appelle les téléspectateurs à se méfier des bandes organisées qui détruisent la Libye. À l'étranger, la diplomatie libyenne se démarque de son dirigeant. Plusieurs ambassadeurs libyens ont démissionné, notamment à la suite des bombardements contre les civils. À l'ONU, le représentant libyen parle même de génocide. Quand les gens marchent pacifiquement dans les rues et que l'ordre est donné à des milices armées et des mercenaires de les tuer, comment peut-on appeler cela? C'est un génocide, au moins un crime contre l'humanité. De son côté, le secrétaire général de l'ONU s'est entretenu par téléphone avec le dirigeant libyen. Ban Ki-moon a confirmé les informations concernant les bombardements aériens. J'ai vu des scènes terriblement choquantes. Les autorités libyennes ont tiré sur les manifestants depuis des avions et des hélicoptères. C'est inacceptable. Cela doit cesser immédiatement. La nuit vient de tomber sur Christchurch. Une nuit d'angoisse et de deuil. À la lueur des projecteurs, les secouristes néo-zélandais poursuivent leur minutieux travail, car près de 200 personnes seraient toujours bloquées sous les décombres. Midi 51, heure locale. La terre a violemment tremblé dans le sud du pays. L'épicentre n'est qu'à 5 km de Christchurch, deuxième agglomération de Nouvelle-Zélande. Dans les rues, stupeur et horreur. C'est à la main que des secouristes bénévoles tentent de soulever des blocs de pierre pour sauver des vies. Le séisme est survenu alors que la plupart des habitants étaient au travail dans les bureaux. C'est mon immeuble. C'est horrible. C'est la chose la plus effrayante de toute ma vie. Je suis terrifié. Pour les survivants, il faut donc quitter coûte que coûte par tous les moyens possibles les immeubles. Les répliques durent toute la journée, semant la panique. Les bâtiments fragilisés s'effondrent. Le siège de la télévision régionale a été réduit à l'état de gravat. Un grand hôtel a été gravement touché. Des corps sans vie y seraient sous les décombres. La Nouvelle-Zélande vient de vivre son jour le plus sombre. Le bilan humain pour l'instant est d'au moins 65 morts et cela devrait monter. C'est une tragédie pour cette ville, pour la Nouvelle-Zélande, pour les gens qui nous sont proches. C'est un moment terrible pour notre peuple. L'état d'urgence a été instauré. Les habitants ont trouvé refuge dans des parcs, sur les terrains de sport ou dans des hangars. Des hôpitaux de campagne ont été dressés. L'évacuation de la population du centre-ville est en cours.